Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Marie Nguyen, qui est la cofondatrice avec Antoine Coulot et leur associé Kevin Chavanne de We Dress Fair. Salut Marie, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ben ça va très bien. Je suis heureux de te rencontrer aujourd'hui. C'est Romain de Circle qui a fait cette introduction. Il m'a dit tu devrais la rencontrer, elle a des choses géniales à raconter. Merci Romain. Eh ben, merci Romain. Circle Sportswear, un super épisode que je vous recommande sur une marque de vêtements sportifs et accessoires, enfin chaussures. Et les vêtements sont faits à base de bois, des molécules de bois qui sont compactées et retravaillées pour en faire du textile. On peut dire que c'est du textile. Dans la définition de textile, ça veut pas dire que c'est textile, c'est un maillage en fait. Ouais, c'est ça. Pour en faire du textile. Ouais. Dans le même domaine, un autre épisode qui était hyper intéressant était avec Laure Babin, la fondatrice de Zeta Shoes, qui elle fait des baskets en peau de raisin. Alors on n'a pas le droit de dire ça, mais c'est du textile ou de la matière, en tout cas un cuir, pardon, qui est fait à partir de marc de raisin. Très heureux de te rencontrer. We Dress Fair, c'est une boutique de vente de produits qui sont bons pour l'homme et l'environnement et la nature, avec une sélection de produits dont tu nous parleras, qui fait aujourd'hui 2,5 millions, 2,6 millions de chiffre d'affaires, que vous avez lancé il y a 5 ans, du coup, je calcule là, on l'a très bien, vous êtes 25 aujourd'hui. Ouais. On va aborder pas mal de sujets, j'aimerais comprendre la jeunesse de We Dress Fair et votre mission et les étapes de ce développement. J'aimerais comprendre le marché, vous portez un message qui est fort et on va pouvoir en parler aujourd'hui, comprendre le marché du textile, savoir le lire, parce que c'est un marché qui est parfois un peu opaque, où il y a peu de traçabilité. Comprendre le circulaire, sa place dans ce marché, dans l'avenir du marché du textile. Et sur We Dress Fair, évidemment, on va parler de votre distribution. Vous avez 2 boutiques, une à Paris, une à Lyon. Une grosse partie en D2C. On va parler du panier moyen et de son évolution en fonction du genre de l'acheteur et de l'endroit où il achète. Et on va parler aussi d'activation. Vous avez 300 000 visiteurs uniques par mois. Et comment est-ce que vous faites votre maximum pour, 1, les faire venir et 2, les transformer. Ça nous fait pas mal de sujets. On parlera aussi tech. Vous avez développé le site en propre, sur mesure, Ruby on Rails. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Et comment vous le faites évoluer aujourd'hui. Un beau programme. Bienvenue Marie, qui nous arrive de Lyon. Exact, depuis ce matin, ouais. Et qui vient exprès pour le panier, pour vous, chères auditrices, chers auditeurs. Donc c'est très cool. Tout à fait. T'étais chercheuse. Ouais, j'étais dans la recherche. Dans la recherche. Ouais. J'étais pas tout à fait chercheuse, parce qu'il faut faire une thèse pour être chercheur, donc je me suis arrêtée avant, on va dire. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat ? Et qu'est-ce qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat à impact ? Ouais, alors... Il y a une façon correcte de le dire et une façon un peu plus vulgaire de le dire, mais en gros, je m'ennuyais un peu dans la recherche. Je pense que je suis très admirative du travail des chercheurs qui répètent une expérience des fois toute leur vie pour trouver quelque chose. Et trouver quelque chose ne veut pas forcément dire avoir quelque chose vraiment à sortir. C'est des fois, on trouve rien et en fait, ça veut dire déjà quelque chose. Moi, j'avais besoin que ça aille plus vite. J'avais besoin de voir l'impact que j'avais, que mon travail avait sur le monde. J'avais besoin d'être plus dans l'action. C'est quand même très cérébral d'être chercheur. J'adore ça, mais j'avais quand même besoin de voir un peu plus de concret, quoi. Et pourquoi l'entrepreneuriat ? C'est grâce à ça. Je pense que c'est vraiment... Alors, déjà aussi, dans ma famille, il y a des entrepreneurs, donc... Voilà, je baigne aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat et ça me faisait, on va dire, pas peur de partir d'un job de salarié et d'aller monter un projet. Quoique, passer vraiment du tout au tout, on se pose quand même la question. Et dans la recherche, le problème, c'est quand même que quand on part de la recherche, on peut plus y revenir. Donc, il faut quand même... Pourquoi ? Parce qu'on rate beaucoup, en fait. Tu peux pas rattraper ? C'est dur de rattraper, ouais. C'est très, très dur de rattraper. Tu l'aimes ou tu la quittes, la recherche, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ok. Et donc, quand j'ai décidé de la quitter, en fait, je me rendais bien compte que si un jour mes aventures entrepreneuriales s'arrêtaient, le retour à la vie d'avant n'était pas faisable, quoi. Donc, il faut que je me forme à autre chose. Bon, aujourd'hui, en 5 ans d'entrepreneuriat, je pense que j'ai 1 million de métiers différents, peut-être, à aller explorer après ou pas. Enfin, voilà. Et après, pourquoi l'entrepreneuriat a impact ? C'est vraiment parce que je pense que je suis partie dans la recherche et
pas dans n'importe quel type de recherche, je suis partie dans la recherche médicale parce que j'avais envie d'avoir cet impact aussi sur les hommes, vraiment, un côté très social aussi. Et en fait, le fait de voir que dans la recherche, il y avait aussi des guerres d'ego, que malheureusement, on n'était pas tourné à 100% sur la cause. C'était vraiment, voilà, aussi des recherches de soi, de se mettre plus en avant que finalement la finalité de la recherche. Ça m'a un peu dégoûté aussi, ça. Et donc, je suis allée chercher ça un peu ailleurs. Et là où on se met plus au service d'eux, et ben c'est dans les associations. Et donc notamment, moi j'étais dans une asso à Paris qui s'appelle La Cloche maintenant, qui s'appelait Le Carillon, qui en gros construit un réseau de commerçants solidaires. Donc on allait chez les commerçants, on leur demandait est-ce que vous pouvez rendre des services gratuitement à des personnes à la rue. Et c'était donner un verre d'eau, recharger un téléphone, voilà. Et donc moi j'étais dans le 5e et le 6e à Paris, donc je vous dis pas toquer à la porte des commerçants du 5e. Coucou, est-ce que c'est OK pour toi s'il y a une personne à la rue qui vient et qui demande des services? Donc, c'était rendre des services en boutique ou en magasin? Ouais, c'est ça. OK. Bon, après, il y a des horaires différents. Donc, on explique aussi aux commerçants et aux personnes à la rue. Et je trouve que ce qui était bien, c'est aussi que on remettait du lien entre les personnes qui aujourd'hui se croisent tous les jours. Même des fois, c'est des SDF qui sont devant leur boutique et en fait, ils se sont jamais parlé. Et du coup, ce réseau-là m'a permis de, rencontrer, du coup, d'être plus au service des personnes, de savoir que vraiment, c'était ça que je voulais faire. Vraiment, je me rappelle encore d'un coup de téléphone à ma mère où je lui dis, mais c'est là où je suis vivante, en fait. Parce que vraiment, je me sens faire tous les jours la même expérience dans la recherche, je me sentais un peu mourir à petit feu. Et il y a vraiment besoin des chercheurs, hein, vraiment, honnêtement, mais c'est juste que moi, c'était peut-être pas mon profil. Et en fait, de l'autre côté, j'étais au contact des bénéficiaires, du coup, des personnes qui étaient à la rue, et je me rendais compte de ce dont ils avaient besoin ou pas. Et donc, c'est là où je suis tombée un petit peu dans le monde du textile, parce que, très naturellement, je crois, toutes les personnes qui ont envie de donner, elles donnent soit de la bouffe, soit des fringues. Et la bouffe, en fait, il y avait déjà plein d'assos qui faisaient ça. Et du coup, je me suis un peu intéressée à c'était quoi leurs besoins en termes de vêtements. Et je me suis rendu compte que tous les vêtements qu'on récupérait dans les assos, donc massivement des t-shirts et des jeans, les personnes qui sont à la rue, elles n'en ont pas besoin. Mais elles ont besoin d'autres choses qu'on ne récupère pas dans les assos, comme les sous-vêtements pour les femmes. Et donc, je me suis moi-même formée pour créer ces vêtements, donc pour créer ces sous-vêtements à partir des t-shirts que je récupérais. Ok, intéressant. Je fais une parenthèse parce que ça me saute à l'esprit là, mais j'ai fait quelques maraudes dans le passé avec la Croix-Rouge et j'ai réalisé aussi que la bouffe, il y en avait déjà assez. Ouais. C'est pas ça qui manque, et même on en jette. C'était des poignées de main qui étaient nécessaires, des sourires, d'échanges. Et je suis en train de me dire, putain, on jette des fringues, on jette de la bouffe partout. Enfin, chez nous, même les sans-domicile n'en veulent pas. Quand d'autres coins dans le monde, on crève de faim et on peut pas se vêtir. C'est quand même un peu débile tout ça. Ok, sous-vêtements. Ouais. Sous-vêtements pour les personnes à la rue. Ouais. Et en fait, la problématique des sous-vêtements, c'est que aujourd'hui, dans les assos, quand on récupère des sous-vêtements, on va pas les donner, enfin la plupart du temps. Pas toutes les assos et pas tout le temps, hein, mais c'est une question de dignité et d'hygiène. Donc on jette ces vêtements, on jette ces sous-vêtements. Par contre, les femmes qui sont à la rue, elles en ont grandement besoin parce qu'elles ont souvent pas accès à de l'hygiène intime pour leur période de règles. Et donc, très régulièrement, elles ont des culottes qu'elles souillent pendant les périodes de règles et qu'elles jettent. Et donc, elles ont un besoin de roulement, on va dire, en sous-vêtements qui est assez élevé. Et elles n'en trouvent pas, puisque les assos, la seule façon pour les assos d'en distribuer, c'est de faire des campagnes de dons. Et en fait, il n'y en a pas tous les 4 matins non plus. On ne va pas, en tant que personne qui a envie de donner dans des assos, on va très rarement acheter des sous-vêtements neufs et donner dans les bornes des sous-vêtements. Enfin, c'est hyper rare. Et donc, moi, je me suis intéressée à c'est quoi un sous-vêtement ? Ok, c'est du jersey. Ok, c'est quoi les t-shirts que je récupère que personne ne veut aujourd'hui ? C'est du jersey. Ok, je peux pas faire un truc avec ça. Et donc, 25 balais, on m'achète ma première machine à coudre. J'apprends à coudre avec des tutos YouTube. Et je vous dis, la galère de coudre des sous-vêtements, vraiment
commencer la couture par des sous-vêtements, c'est vraiment une galère. Donc, si vous m'écoutez et que vous avez envie de commencer la couture, ne commencez pas par les sous-vêtements. Le but était de les distribuer dans la rue. Il s'avère que, entre-temps, les personnes que j'avais vues à la rue, elles n'étaient plus au même endroit. Les femmes, on les voit moins quand même à la rue, donc c'était beaucoup plus compliqué de les trouver. Bref, me suis retrouvée avec cette idée de, en fait, on a tous d'un côté ces vêtements et cette matière première qu'on n'utilise pas, aujourd'hui qu'on voit comme des produits finis, moches, démodés, qu'on plus personne ne veut et qu'on jette, et de l'autre côté un besoin de personnes qui, donc là c'était les personnes à la rue, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait les petits créateurs, les écoles de couture, les étudiants de mode qui ont besoin en fait de petites matières et qui vont acheter des rouleaux énormes parce qu'ils ont besoin en fait de ces matières-là, et en fait ils vont utiliser 1 mètre sur un rouleau de 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres quoi. Et donc ils vont gaspiller tout le reste. Et donc j'ai voulu créer ma première petite idée entrepreneuriale, c'était de rassembler ensemble, donc mettre en lien les vendeurs et les gaspilleurs, on va dire, de textiles d'un côté et ceux qui avaient besoin de l'autre. Et tu l'as fait en te faisant accompagner dans un programme qui s'appelle Ticket for Change. Ticket for Change à Paris, à Lyon, c'est Bordeaux. national. C'est national, ok, Ticket for Change. Ouais. Tu as porté ce projet et il se trouve que dans ce programme, il y avait une autre personne, Antoine, qui portait un autre projet. Ouais. Qui s'appelle We Dress Fair. Mais avec potentiellement des liens connexes dans la mission. Ouais. Donc, alors, spoil pour vous, chers auditrices, chers auditeurs, mais donc c'est aujourd'hui ton compagnon. Pardon, j'ai pas vérifié, j'ai pas demandé. Donc ton compagnon, vous avez un enfant. Vous avez 2 enfants en fait. Vous avez We Dress Fair et un enfant. Donc tu fais ce programme, tu rencontres Antoine. Ouais. Raconte-moi la rencontre et du coup le lancement de We Dress Fair et la genèse de We Dress Fair. Ouais, et ben en fait Antoine portait ce projet-là, donc on s'est retrouvés un peu tous les deux avec des projets textiles sur ce parcours d'entrepreneur. Et dans ce parcours d'entrepreneur, on nous dit tomber amoureux du problème et pas de la solution que vous développez. Parce qu'en fait, on est souvent très focalisé, je vais faire ça, c'est une plateforme, et en fait résoudre un problème, il y a 1000 solutions différentes, mais en fait si on tombe amoureux du problème vraiment. On arrive à définir bien les contours de ce problème. Et donc, on était en gros amoureux du même problème. Donc, avant de tomber amoureux l'un de l'autre, on était amoureux du même problème, qui était qu'il y a toute cette consommation, surproduction, surconsommation dans la mode et tout ce gaspillage au final. Aujourd'hui, comment, avec des externalités négatives énormes de pollution sur l'humain, etc. Comment aujourd'hui on design une solution pour résoudre en partie ce problème. On sait qu'on ne résoudra jamais 100% de ce problème, mais voilà. Et donc, amoureux du même problème, moi la solution c'était ok, je vais attaquer à la conséquence, donc j'attaque au gaspillage. Ok, comment on fait pour recirculariser, ça se dit ça ? Admettons. Ouais. Remettre en circulation les chutes qui aujourd'hui l'industrie, et lui attaquer ça à la cause. En fait, comment aujourd'hui on peut créer un distributeur de mode plus responsable, plus lent, plus résilient, etc., qui met en avant uniquement des marques de mode qui font les choses bien. Et en fait, c'était un peu cette histoire de la baignoire. Moi, en gros, il y a une baignoire qui se troue en continu. Ben, moi, j'écope et je reprends l'eau à la sortie et je la remets dans la baignoire. Et lui, il coupe le robinet, quoi. Et alors, très justement, il est venu me voir et il m'a dit, Marie, ce serait quand même bien qu'on coupe le robinet ensemble, on aurait beaucoup plus de force. Et puis comme ça, il n'y aurait pas le problème à l'arrivée. Et il s'avère en plus de ça que lui, il a un parcours complètement complémentaire au mien. Moi, je suis plutôt côté scientifique. Lui, il est plutôt côté finance, école de commerce. Et puis, en plus, il a fait une école de code. Donc, il avait une première version tech de We Dress Fair. Et donc, on se dit, OK, faisons ça. Mettons-nous ensemble sur le projet. En plus de tomber amoureux. Enfin, voilà, il y a eu tout en même temps. Voilà. Ce que l'école de code, c'est Le Wagon, qui est une très bonne école de code. Très bonne école, avec des antennes dans de nombreuses villes en France. Et dans le monde. Et dans le monde, c'est vrai. Et que Antoine a fait dans le cadre
quoi, curiosité, reconversion Reconversion, ouais. Reconversion, lui, ok. il n'avait pas encore l'idée de WeTransfer. Il l'a fait parce que donc il sort de KPMG, lui c'était un auditeur financier et il a fait du conseil aux entrepreneurs aussi. Et en fait, il s'est dit, je suis très fort. Alors, je répète ces mots là. Il dit, je suis très fort en tableau Excel, mais c'est le seul truc que je sais faire, quoi. Et donc, si je veux créer une boîte, si je veux créer un projet, il faut que j'ai d'autres compétences. Et la baseline du wagon, c'est donner des compétences tech aux esprits créatifs. Et donc Antoine il s'est dit, ok, en fait, ça va me donner une compétence supplémentaire qui, en plus de ça, est quasiment incontournable aujourd'hui. Et donc il a fait cette école de code. Et en fait, à la fin du wagon, on présente un projet. Et en fait, c'est le projet qu'il a présenté, c'est WeTransfer. Donc c'est la première fois qu'il a commencé à parler de WeTransfer. C'est quoi WeTransfer ? WeTransfer, c'est une boutique de mode, donc que ce soit en ligne ou en physique, une boutique de mode qui vend uniquement des marques de mode engagées, qui sont bonnes pour les hommes et la planète. Et vous avez créé ça, du coup, le lancement officiel, c'est en mai 2018, ouais. Le lancement commercial, à la sortie de Ticket for Change, pardon. Non, c'était un peu avant Ticket for Change. La sortie, c'était... on a créé la boîte en janvier 2018 et le lancement commercial en mai 2018. Et Ticket for Change, ça s'est arrêté fin 2017. WeTransfer, j'ai pas donné l'adresse, ou je me souviens pas l'avoir donné en tout cas, c'est WEDRE2SFIR, comme WeTransfer, on s'habille correctement, bien, intelligemment, juste. Oui. .fr, WeTransfer.fr. Votre mission ? Ah, c'est une bonne question, ça, parce qu'elle a changé souvent. La mission aujourd'hui, nous, c'est emmener la société vers un autre moyen de consommation dans la mode. Et du coup, donner un réflexe de consommation différent, donc que ce soit dans les types de vêtements, mais aussi dans les modes de consommation. Donc il y a vraiment 2 volets chez WeTransfer. C'est pas que on choisit des vêtements différents, mais c'est aussi on réduit sa consommation. Et donc on a vraiment ces 2 volets-là aujourd'hui qu'on attaque. Et par le site, la présentation des vêtements qu'on vend, on a une activité vraiment commerciale, et toute l'activité de pédagogie qu'on a sur WeTransfer pour changer ces modes de consommation, aller plus loin. Ouais. Et donc il y a un principe de curation sur le choix des marques que vous distribuez ? Ouais, complètement. Ouais. C'est vraiment le cœur même de notre métier. Ça a été le tout début de WeTransfer, ça a été ça. Ça a été de se dire, ok, en fait, aujourd'hui, c'est quoi une marque de mode éco-responsable ? Ça veut dire quoi, en fait ? Sachant que c'est pas régulé. Dans le milieu, aujourd'hui, n'importe qui peut se prôner de mode éco-responsable. Donc, je peux faire... une collection de 100 t-shirts avec un seul qui est, avec 5% de coton biologique et dire je suis une marque de mode éco-responsable parce que j'ai un t-shirt qui fait... Et il n'y a personne qui va venir nous tomber dessus aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui régule le vocabulaire de la mode aujourd'hui. Ok, il y a des labels pourtant. Il y a des labels, très peu connus du grand public, et très compliqué parce qu'il y en a tellement que c'est compliqué à comprendre. Donc en fait, aujourd'hui, on peut créer son propre label, la poser, on n'est même pas obligé de créer le label. C'est-à-dire, on crée un logo, on le pose sur un t-shirt, on met un logo vert, on écrit coton. Alors j'ai lu ça une fois, alors c'est juste pour rigoler. Coton naturel. Franchement, ça m'a fait marrer, mais enfin voilà. Et on dit, putain, je suis une marque de mode engagée, quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous, on s'est dit, il va falloir... faire le tri, en fait, au milieu de tout ça. Et le vocabulaire est tellement complexe que, en fait, mon taf de scientifique m'a permis de dire, OK, ça, c'est vrai, ça, c'est moins vrai. Ce type de matière, OK, en lisant ces articles scientifiques, je vois que ces types de matières, c'est mieux pour l'environnement, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a créé la charte et que maintenant... chaque marque qui a envie de rentrer sur WeTransfer, on demande des preuves. Donc, quelqu'un qui nous dit OK, je fais Circle Sportswear, qui sont venus, je fais des t-shirts avec du bois. OK, mais en fait, montre-nous que c'est vrai ce que tu nous dis. Donc, nous, on récolte les preuves. Donc, chez nous, chez WeTransfer, vous pouvez demander n'importe quel vêtement qu'il y a sur le site. Aujourd'hui, on est capable de vous dire de vous sortir le certificat du label du vêtement, les usines, les contrats des usines, les factures, etc. Parce que on n'est pas que sur des déclaratifs, on va vraiment chercher la preuve derrière. Ok, c'est beau comme mission, mais tu as un enjeu, c'est le volume que tu peux générer. Pourquoi j'irais m'emmerder, tu vois, à mettre mes vêtements sur WeTransfer et donc, m'emmerder, j'imagine qu'il y a un peu de travail, tu vois, pour la marque, complètement. parce qu'il faut fournir ces éléments, ces preuves. Comment est-ce que tu arrives à les convaincre ?
Parce que t'as parlé de Circle, mais t'as aussi du Patagonia. Ouais. T'as du. C'est très drôle parce que du coup, Patagonia, c'est eux qui sont venus chez nous. On n'est pas allé les chercher. Excellent. Comment ils sont venus? Par quel biais ils ont entendu parler de... Par quel canal ils ont entendu parler de alors, nous, on a un SEO très fort. Et on a écrit... En fait, moi, le premier job que je savais faire, c'était lire des articles scientifiques et les vulgariser. Et donc, en fait, le premier taf que j'ai fait, c'est lire les articles sur les matières et les vulgariser en articles qui expliquaient c'est quoi la matière, etc. Et en fait, le mot qui génère le plus de trafic sur WeDressFair, c'est polyester. Tenez-vous bien. C'est parce que du coup, on a un article, quand on tape polyester, WeDressFair, on ressort, et en fait, c'est là où j'ai expliqué toutes ces choses-là. Et en fait, on a démocratisé comme ça un petit peu, et on a vulgarisé comme ça le milieu, du fait qu'on vient pas du milieu, en fait, et que c'est pas inné chez nous de savoir c'est quoi le polyester et pourquoi ça a un impact négatif aujourd'hui. Et en fait, on s'est fait un petit peu une voix d'expert, sur les réseaux aussi, sur mon LinkedIn, etc., où on décrit un petit peu le secteur, l'industrie, où on explique c'est quoi les problématiques. Et en fait, on a eu cette visibilité-là, qui fait qu'aujourd'hui, on a presque 300 000 personnes qui visitent le site par mois, ce qui est visite unique, hein, ce qui est pas mal. C'est bien, ouais. Et en fait, on est leader d'opinion. Enfin, on est devenu un peu leader d'opinion. Ce qui fait que les marques aujourd'hui, pour être reconnue aussi du grand public comme une marque engagée, j'ai passé les critères WeDressFair, je suis réellement une marque engagée. Vous voyez, je suis sur leur plateforme, aujourd'hui je suis distribuée par eux. En plus du fait que on est une marketplace complémentaire pour eux, spécialisée, avec une cible super spécifique et complètement comment on dit vraiment dans leur canal, dans leur marché, ce qui fait que ils ont tout à gagner en fait d'être sur WeDressFair aujourd'hui. Donc, tu as un peu passé le Rubicon. Tu es devenu toi-même le label, c'est ça? Exact. À force de bon SEO et surtout d'une démarche et d'une méthode pour aller bien qualifier les marques que tu distribues. Ouais. Combien de marques aujourd'hui? Alors, on en avait 150. On a changé de modèle un petit peu là, ces dernières semaines. On a réduit la marketplace drastiquement. Donc ça, on en reparlera, hein, c'est dû au contexte actuel. Là, on doit être à entre, je crois, 80, quelque chose comme ça. 150, hein, tu m'as dit. Ouais. Donc presque de moitié. Ouais. Ok. On peut en parler parce qu'avant de rentrer dans le détail opérationnel, j'aimerais parler un peu de comprendre le marché et puis tout ce qui permet à un consommateur d'être plus averti sur ces sujets. Ouais. Un marché qui est compliqué en ce moment. Très. Dans le textile en particulier, et à quoi c'est dû? Ouais, le textile en général va pas bien. Enfin là, le textile français. Alors c'est vraiment. Le marché, il est vraiment ce qu'on appelle en sablier. Il y a le luxe qui s'en sort, mais le luxe s'en sort n'importe. Enfin, vraiment, j'ai du mal des fois à comprendre. Hein. Il me faudrait des cours d'économie sur le luxe, mais même dans les périodes de guerre, d'inflation énorme, le luxe s'en sort tout le temps. Et la fast fashion, donc tout ce qui est très peu cher, le discount, etc. Tout ce qui est au milieu, ça se resserre. Donc c'est vraiment un marché en sablier en ce moment. Et donc c'est pour ça qu'on voit tomber des Camaïeux, des Naf-Naf, en ce moment Minelli, tous ceux du Gap sont en train de tomber parce que... Gap aussi? Il me semble que Gap, ils étaient... Okay. Du coup, nous on fait quand même partie de ce milieu-là qui est complexe. Après, on est sur un marché encore niche qui est différent sur la mode éco-responsable. Aujourd'hui, on considère le marché, il est à peu près de 8 milliards. Il est en croissance. Donc, c'est le seul, dans ce ventre mou là, du milieu, c'est la seule catégorie, on va dire, qui continue de croître. Que tu nommes la mode éco-responsable. La mode éco-responsable, ouais. Ok. Ouais. Donc, les consommateurs aujourd'hui arrêtent de consommer, sauf de la seconde main et des marques engagées. Donc, on reste sur ce marché-là, mais qui reste encore hyper confidentiel. Il faut que ce soit un marché qui grandisse aussi, quoi. Pourquoi il s'écroule? Le marché total du textile. Ouais, et puis ce gros ventre mou, là, selon toi? Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Dans ce ventre mou, là, c'est horrible comme mot. Bref. Il y a eu un manque de digitalisation des marques. Donc, il y a certaines marques qui ont manqué le pas, en fait, qui sont restées très retail pur,
qui ont manqué leur transformation digitale. Il y a la qualité des vêtements. Quand on achète de la fast fashion, la fast fashion, je ne sais pas si tout le monde est assez au courant de ce que c'est. C'est les vêtements qui sont... je peux citer des marques, je pense, H&M, Zara. Zara, ça l'est presque un peu moins maintenant, mais H&M, Zara, Primark, Shein, voilà, tous ces modèles qui produisent rapidement à bas coût. Quand on achète chez ces marques-là, on sait qu'on achète de la merde. Enfin, en qualité, on sait qu'on va pas être sur des trucs exceptionnels. Quand on achète un petit peu un peu plus cher, on se dit que c'est quand même des qualités supérieures, ce qui est pas forcément vrai aujourd'hui. Donc en fait, il y a aussi, deuxième chose, ils ont raté le tournant de la qualité, alors que les consommateurs aujourd'hui demandent des vêtements plus durables. Troisième chose, c'est des marques qui parlent peu d'éco-responsabilité aujourd'hui. Et on sait que les consommateurs, et de traçabilité, de transparence, on sait que les consommateurs ont envie du retour de ces produits-là. Et donc, c'est des marques qui en parlaient très peu. Camaïeu, j'ai rarement vu des produits qui étaient bien faits, dans des bonnes conditions, dont on parlait de ça. Enfin, voilà. Et donc, je pense que ça peut se résumer, je pense, sur ces trois. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Hein, oui, non, mais j'entends ton point. Là, c'est les trois qui me viennent. C'est marrant parce que, alors on en parle souvent, j'en ai parlé en tout cas avec plusieurs invités sur le panier, mais cette dichotomie entre les considérations importantes qu'on peut avoir pour l'environnement, la planète, et en même temps Shein et Temu qui explosent. Ouais. Enfin, Shein, pardon, qui explose. Ouais. Temu aussi, ouais. Et sur des populations qui sont souvent les mêmes. Le même acheteur est capable de dire qu'il faut consommer mieux et qui n'achète que du recyclé, mais qui fait un gros panier le soir sur Shein. Comment est-ce que je fais, moi, consommateur, pour comprendre qu'un produit est éco-responsable s'il n'y a pas de logo ? Prix, provenance, usine, tu vois, quels sont, moi, mes indicateurs ? Comment est-ce que je peux être plus informé ? Alors, la première qui est facile à repérer, quand même, c'est le prix. Alors, ça ne veut pas dire qu'un prix élevé... Un prix bas veut forcément dire que c'est mal fait. Enfin, ça, on peut pas... un prix très bas. Il y a des prix seuils, on va dire, un t-shirt aujourd'hui en coton. Donc, si on veut du coton biologique, en plus, et des bonnes conditions, en dessous de 20 €, ça me paraît compliqué à faire. Du coton naturel, en plus. Hein. Ouais, du coton naturel biologique. Par contre, le fait d'avoir un prix élevé veut pas dire que c'est une bonne qualité. C'est pas... ça fait un peu une courbe qui stagne à un moment. C'est pas plus j'augmente le prix, plus la qualité elle augmente. Il y a un moment, en fait... c'est impossible de faire un t-shirt de qualité à moins de 20 €. Ouais. En respectant certains principes. C'est ce que tu dis. Hein. Ouais, mais après... C'est pas parce qu'il coûte 200 qu'il sera mieux que celui qui coûte 40. Mais en dessous de 20, il y a une indication. Ok, 20 balles pour un t-shirt, un jean. Un jean, je dirais, en dessous de 80, c'est dur, ouais. De faire quelque chose de correct, de bien. Ouais. Ok. Ouais. Mais donc le prix peut être un premier indicateur. Ouais. Le lieu de production. Est-ce que tu vois un t-shirt qui est fait au Portugal, c'est mieux qu'un t-shirt qui est fait en Chine, par défaut ? En qualité ou Bangladesh, ou enfin tu vas loin. Ouais, en qualité pas forcément. Non, mais en impact. En impact, oui. Okay. En fait, en impact forcément. Et là, je parle même pas du transport, parce que souvent on parle du transport dans la mode. L'impact du transport pour un vêtement, c'est moins de 2%. Ça représente moins de 2% de l'impact du vêtement. Donc en fait, aujourd'hui, on se dit je vais pas acheter en Chine parce que c'est loin. C'est pas l'impact le plus gros en fait. C'est pas parce que c'est en Chine et le transport va représenter que 2% en fait de l'impact carbone de ton vêtement. Par contre, 40% de l'impact du vêtement va être porté par l'énergie, la source d'énergie qui va alimenter les machines qui vont faire ton t-shirt. Donc en fait, quand tu produis en Chine, donc tu files, tu tisses, tu confectionnes en Chine. Donc tu vas utiliser des machines. Les machines, elles sont en Chine majoritairement alimentées par des centrales à charbon. Les centrales à charbon aujourd'hui, c'est énormément d'impact comparé au Portugal où du coup le mix énergétique est différent. Et donc en fait, c'est surtout ça qui est intéressant de regarder. Et en France, notamment, on a une énergie quand même assez décarbonée. Et donc produire en France, alors intuitivement, on se dit, en fait, c'est parce qu'on consomme sur place et du coup, en fait, il n'y a pas le transport. C'est pas que ça. C'est surtout parce qu'en fait, on a une énergie décarbonée en France, donc l'impact carbone du vêtement est moindre en France. Après, dans l'industrie textile, et là, c'est vraiment, j'essaye d'aller plus loin que le carbone. On parle très souvent du carbone, mais un des gros impacts de la mode, c'est l'eau.
l'eau et tous les intrants chimiques à cause de la mode, arrivent dans les rivières, polluent énormément les eaux. Il n'y a pas que ça, il y a le lavage aussi, des matières synthétiques qui font des microparticules. Aujourd'hui, on en trouve partout, je crois, dans n'importe quelle eau aujourd'hui, dans la bière même, je crois, on a retrouvé des microparticules de lavage, enfin de vêtements qu'on avait lavés. Et donc, il faut regarder plus globalement aussi. Il n'y a pas que l'impact carbone aujourd'hui, il y a aussi du coup l'impact de l'eau. Et faire du coton biologique aujourd'hui, ça n'existe pas en Europe. Faire du coton biologique, du coup, dans les pays, notamment en Inde, c'est facile de le produire là-bas. On n'a pas besoin de rajouter d'eau là-bas. Donc, du coup, voilà. Faut aussi, il y a des balances qui sont quand même assez compliquées. Il faut faire la part des choses. T'as dit faire du coton biologique, c'est pas possible en Europe? En Europe, ouais. En France. Enfin, on peut pas faire pourquoi? C'est coton, la plante du coton, je crois qu'il faut pas qu'elle descende en dessous de 15 degrés. Donc en fait, tu peux pas produire dans des pays qui descendent, qui ont un hiver, quoi. C'est ça, un hiver. Il n'y a pas de maximum? Et je crois qu'il n'y a pas de maximum. Mais on est bien pour les années à venir alors. On aura du coton, on n'aura plus rien à manger. C'est ça. 2% seulement. Donc en fait, si on avait de l'énergie renouvelable en Chine, produit en Chine ou en Europe ou en France, n'aurait assez peu d'impact sur l'impact carbone, enfin l'impact. Ok, intéressant. Donc lieu de production, positionnement prix, les conditions. Encore faut-il que ce soit des bonnes conditions de travail en Chine. Oui, voilà, tout à fait. Mais justement, comment est-ce que moi je peux le savoir en tant que consommateur? Très compliqué. Donc là, il faut du WeTransfer ou des labels, c'est ça? Ouais, il faut. Alors, il y a quand même des choses qu'on comprend assez naturellement. Le droit du travail aujourd'hui, où est-ce qu'il est respecté? Et du coup, on peut prendre... c'est un peu... c'est bête et méchant, mais voilà, ça marche comme ça. Et nous, chez WeTransfer, on travaille... on se focalise sur le ranking des pays en fonction du risque du respect du droit du travail. Et donc, il y a des pays qui sont classés de 1 à 5. Les pays entre... La France est 2, donc classé 2. En dessous de 2, on respecte le droit du travail. Enfin, on considère qu'on respecte le droit du travail. Au-dessus de 2, c'est des pays qui sont à risque de non-respect du droit du travail. Et donc, c'est sur ces pays-là que nous, aujourd'hui, en tant que WeTransfer, on demande des labels très forts. Tous les pays qui sont France et en dessous, qui ont des meilleures conditions de travail que la France, on considère que l'URSSAF fait bien son taf aujourd'hui en France. Je ne sais pas si... On peut toujours faire mieux, mais on considère aujourd'hui que on a quand même un pays qui respecte. On a un pays qui tourne, oui. Voilà, bien les droits du travail. Il peut tourner mieux parfois, mais il tourne. Voilà. Et donc, du coup, là, on demande de la traçabilité plus que un vrai audit sur place où les auditeurs sont allés vérifier les conditions, etc. Mais donc... Alors, je suis étonné qu'il n'y ait pas de... Alors, j'ai reçu, il y a quelques mois, Clear Fashion, qui œuvre aussi sur le plus de transparence et de lisibilité sur le marché du textile. Il y a une initiative, il n'y a pas d'initiative commune globale, il n'y a pas d'initiative même institutionnelle. Pour plus de transparence? Ouais, ce que je veux dire, c'est que toi, tout le boulot que tu fais là, il y a certainement d'autres qui le font aussi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une mise en commun, peut-être des efforts qui pourraient être imaginés? Là, il y a dernièrement l'étiquetage environnemental qui va arriver. Ok. Donc, ce qu'on a fait avec le Nutri-Score pour la food, c'est en train d'arriver pour les produits de mode, donc ce qu'on appelle l'étiquetage environnemental. On n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui est en train de... On va dire les balances des critères qu'il y a dans cet affichage environnemental. Mais en tout cas, ça commence à être des initiatives comme ça qu'il faut complètement encourager. Et pourquoi on n'est pas d'accord, c'est qu'un critère de durabilité aujourd'hui met les notes très élevées. Donc on peut être A aujourd'hui parce qu'on a un vêtement très durable, ce qui est très bien aujourd'hui. Donc je dis pas que c'est pas bien. Par contre, aujourd'hui, la matière qui est la plus durable, c'est le polyester. Donc en fait, ça veut dire que les vêtements en polyester, qui sont généralement des vêtements produits à bas coût dans des pays qui respectent pas les droits humains, vont être ceux qui seront notés le mieux. Et donc, malheureusement, ça reflète pas du tout la qualité. C'est un non-sens, ouais. Okay. Et donc, il y a tout un travail avec les acteurs du milieu sur comment, en fait, on retravaille cet affichage environnemental pour que ça reflète la réalité. Ouais. Je reviens sur les conditions et l'origine. Un
un t-shirt en coton naturel, un t-shirt en coton, il est fait à un seul endroit, j'imagine, mais quand tu fais une veste Patagonia, il peut y avoir 12 usines et 3 pays qui sont... on arrive à remonter, on est capable de lire cela? Alors Patagonia, oui. C'est les bons élèves du secteur. Toutes les marques, non. Pas du tout. Et c'est pour ça que... il y a un problème aujourd'hui du consommateur, de compréhension du consommateur, parce qu'en fait, il n'y a pas cette transparence-là. S'il y avait cette transparence, ça serait beaucoup plus simple aujourd'hui. Et on va dire, aujourd'hui, quand on va sur les marchés, en fait, c'est limite si ce n'est pas déjà écrit sur les produits et la provenance, mais quand on demande, on sait d'où ça vient. Aujourd'hui, je ne vais pas citer quelle marque, mais j'ai écrit des avis sur des marques. Donc il y a des consommateurs qui me disaient, est-ce que tu peux me donner l'avis sur cette marque, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc j'ai écrit des avis sur ces marques-là, et qui est une grosse marque, et derrière j'ai eu la CMO qui m'a appelé directement en me disant waouh, on savait pas qu'on était perçu comme ça. Vous saviez pas que vous étiez perçu comme ça? En gros, vous foutez un petit peu de notre gueule quand même. Il n'y a pas de traçabilité sur vos produits, donc vous vendez des t-shirts 125 €, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas dans quelles conditions, on n'a pas la composition du vêtement. Donc en fait, on n'avait même pas, alors que ça, pour le coup, aujourd'hui, c'est quand même assez démocratisé d'avoir la composition des vêtements. Et je crois que pour les douanes, on est quand même obligé d'avoir la compo. Eux, ils se dissociaient complètement de le mettre sur leur site internet. Donc en fait, les gens achetaient, je lui ai dit, les gens chez vous, ils achètent sans savoir ce qu'ils achètent. Ils savent pas d'où ça vient, comment ça a été fait. Ils achètent juste parce qu'ils aiment le produit et voilà, et basta. Donc en fait, ils achètent la marque, mais ils achètent pas du tout les méthodes de production qu'il y a derrière, quoi. Je comprends. Dans ce marché qui évolue, il y a beaucoup de marques qui font beaucoup d'efforts et c'est tant mieux. Il y a un sujet qu'on voit revenir de plus en plus souvent, En fait, non, c'est un sujet de fond et qui est bien présent, c'est la circularité. Ouais. Tu en as parlé un peu tout à l'heure en intro et dans ton expérience précédente associative. Je lisais sur un de tes posts que 50% des vêtements que vous déposez en borne de collecte termineront dans une décharge à ciel ouvert dans un pays africain. Ouais. C'est horrible. Hein. Oui, bon, non, on s'en fout, c'est pas chez nous. On a les poubelles délocalisées. Ouais, c'est ça. Quelle place de la circularité dans ces marques éco-responsables et quel impact pour le consommateur? On en est où aujourd'hui? Ouais. Mais il y a deux choses. C'est des marques qui vont être beaucoup sur un discours de réduction. Donc déjà, de base, qui vont dire vous n'avez pas besoin de consommer autant de vêtements. Donc en fait, je crois que tu avais reçu... YAD, c'est les collants, tout à fait. Qui parlait d'obsolescence programmée sur les collants. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les marques elles-mêmes prônent le fait de ne pas racheter. Donc, il y a une question de réduction. Donc déjà, quand on réduit, on va moins avoir besoin de donner ou de jeter et on va mettre tout notre placard. Aujourd'hui, il y a moins de 30% de son placard qu'on porte, 70% de son placard. Et faites vraiment le travail à la maison. L'exercice à la maison, ouais. C'est hyper intéressant. Faites des piles. Moi, je fais des piles de vêtements que je mets tous les jours, quasiment, que très régulièrement. Une pile moins fréquente et une pile pas fréquente du tout. Mais la pile pas fréquente, elle est énorme. Alors que la pile, je mets tous les jours ou assez fréquemment. Et en fait, ça représente effectivement moins de 30% du vestiaire. Et le deuxième chose, c'est l'éco-conception. Donc, c'est des marques qui vont produire durablement. Et donc, qui vont faire que le produit va rester dans le temps ou va avoir une possibilité de transformation. Donc, il y en a aujourd'hui qui créent des fils, notamment, qui peuvent être des fils de couture, qui, sous des rayons, certains types de rayons peuvent se disloquer. Et donc, en fait, on peut complètement défaire le vêtement sans avoir à enlever la couture. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est un type de tissu type de couture. Ou c'est un type de couture. Ouais. Donc ça peut être un fil de coton, mais une couture spécifique qui, avec un rayon... Ouais, c'est ça. Donc c'est un fil. Donc c'est une fibre particulière qu'ils ont créée, qu'ils ont inventée. C'est bien une fibre, c'est bien un matériau nouveau. C'est ça. Ok. Donc pour les coutures. Et en fait, quand on les met sous je crois que c'est un rayon ou une température, je sais plus, ils se disloquent. Et donc, on peut retrouver, en fait... le patron original. Exact. La matière première. Et donc, on peut en faire autre chose, quoi. Et donc, voilà. En termes de circularité, on a ça. Et puis, on a toute la partie recyclage aussi. Donc, des marques qui
sans prôner le recyclage à tout va, parce que c'est pas une solution, le recyclage. On va dire, c'est un moindre mal, mais si on recyclait tout ce qu'on produisait, ça réduirait pas forcément le problème. Il faut vraiment réduire drastiquement en fait au départ, quoi. Donc il y a aussi beaucoup de marques aujourd'hui qui produisent avec des matières recyclées, qui investissent beaucoup, notamment Patagonia, sur les chaînes de traçabilité des matières recyclées. Enfin voilà, il y a tout un panel de marques comme ça qui sont très engagées là-dedans. Et qui ne programment plus l'obsolescence, surtout. Exact. Ouais, ok. Grand tour d'horizon du marché de l'éco-responsabilité, je trouve ça hyper intéressant. Je reviens à Wood-A-Sphère. Donc vous lancez en 2018, on a parlé du choix des marques. Aujourd'hui, on est en 2023, 6 ans plus tard, 5 ans plus tard, pardon, vous faites 2 millions, 6. Ouais. Vous avez toujours été en croissance ? Ouais. Ok. Ouais. Malgré les périodes, 2020, Covid, on a eu super peur. On travaillait avec des free à ce moment-là. Il y avait que Antoine et moi et on travaillait avec des free. On les a tous appelés genre désolé gars, en fait, on peut pas vous payer là, à la fin du mois, donc en fait on va réduire vos missions, machin. Ça a duré 1 semaine. Donc on a appelé le premier jour du Covid, on a appelé parce qu'on a eu trop peur, on a eu 0 vente, c'était la première fois que ça arrivait depuis très longtemps. Donc on les a appelés en leur disant ça. 1 semaine après, on a explosé. Et du coup, on les a rappelés, genre, en fait, revenez. Et même, vous savez quoi, vous faites vos CDI. Donc, en fait, on a même embauché les gens après, du coup, en CDI. Et 2020, ça a vraiment commencé à très bien marcher. Et on a toujours été en croissance. 2019, on faisait 250 000, 600 000, 1 million 6, 1 million 2, 1 million 6, 2 millions 6. Ouais. Et 2 millions 6 cette année, vous avez pris 1 million sur la dernière année. On a parlé du choix des marques. Pourquoi vous avez fait une levée de fonds ? Donc, alors, fin 2022, c'est 4 ans après le lancement. Ouais. Vous levez en tout 2 millions, quoi. Un peu plus de 2 millions, ouais. 2 millions 2, ouais, en tout. On a mis très longtemps à lever, comparé à d'autres marketplaces qui, en fait, lèvent dès le début. Ce qui est assez logique quand on a un système, quand on voit en fait les coûts derrière de la marketplace. On a mis très longtemps parce qu'en fait on voulait montrer d'abord qu'on était capable de créer un modèle qui pouvait être rentable. Donc c'est bizarre, hein, mais en fait on voulait pas être une boîte qui allait courir derrière les levées de fonds. Et on voulait être sûr et s'assurer qu'avec le cash qu'on avait, on était capable de créer une boîte rentable. Donc, on a mis 4 ans à créer une boîte rentable. Quand on a vu qu'on avait la capacité de rentabiliser la boîte, on a levé des fonds pour aller plus loin et pour retrouver la rentabilité après. Et comme on l'avait déjà avant, on sait qu'on est capable de le faire. Et ça a été vachement fort auprès des fonds d'investissement en leur disant, en fait... nous, ce qu'on veut, c'est pas... On sait que sur ce secteur-là, et avec le message qu'on a, on veut pas de la surcroissance. Donc, on veut pas courir après les levées de fonds. On veut aujourd'hui, on lève des fonds parce qu'en fait, on veut accélérer, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une urgence, parce qu'il faut aller plus vite, parce que y a du greenwashing de ouf, et qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait les capacités d'être plus fort en pédagogie, d'être plus fort, d'avoir une voix plus élevée. Mais par contre... on veut pas être on veut pas créer une boîte qui va nous dépasser et qui va prôner de la surconsommation à un moment. Voilà. Donc du coup, on sait qu'il y a un peu une croissance finie pour Wood-A-Sphère, on va dire entre guillemets. En tout cas, contrôlée, peut-être pas ouais, fini, voilà. Mais tu pousses pas à la surconsommation. Mais voilà. Mais il faudrait acheter quand même un moment, quoi. Mais ouais, voilà. Mais en tout cas, il faut toucher plus de monde. Ouais. Faut pas acheter 6 vestes. On n'est pas en train de dire aux gens achetez chez nous 20 produits tous les ans. Voilà. C'est par contre aller éduquer plus de monde et faire grossir le mouvement. Ça fait partie de mission de Wood-A-Sphère. Vous avez ouvert 2 boutiques ? Ouais. C'est pas des éphémères, hein, c'est des boutiques en propre. Non, c'est des boutiques en propre, voilà. À Lyon et à Paris. Raconte-moi pourquoi. Alors la première, la boutique de Lyon, c'est vraiment parce qu'il y a des bureaux au-dessus. Et on s'est dit, oh tiens, il y a des bureaux au-dessus d'une boutique, on avait besoin de bureaux. On s'est dit, autant ouvrir la boutique en même temps, parce qu'on avait du stock. Donc c'était vraiment une opportunité. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on apprenait de ouf des clients qui venaient en boutique. En fait, sur le web, on a beau faire des enquêtes, parler, appeler les clients, etc. C'est tellement pas la même... proximité qu'on a avec un client qui va venir en boutique, qui va essayer, qui va être avec toi, qui va te parler de sa vie, qui
t'as pas besoin de le mettre dans une condition particulière, il va vraiment te raconter pourquoi il est là aujourd'hui, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on touchait des cibles un peu différentes aussi, que il y avait aussi des personnes qui... c'est des boutiques qui sont des boutiques de quartier, en fait. À Lyon, on est dans le premier, en bas des pentes de la Croix-Rousse, c'est une famille, quoi. À Paris, on est dans le 10e. C'est vraiment des gens qui vivent dans leur quartier et qui consomment dans leur quartier aussi. Et donc, c'est des personnes aussi qu'on touche et qu'on n'aurait pas touché autrement parce que c'est des personnes qui n'étaient pas forcément en demande de ce type de commerce et qui, pour le coup, se retrouvent là, chez We Dress Fair. On leur explique la démarche et bien souvent, quand ils sont convaincus de la démarche, en fait, continuent à consommer chez nous et nous font grandir et grossir la base client. Ouais. 28 rue Beaurepaire. Exact. Dans le 10e à Paris. Et à Lyon? À Lyon, c'est 4 rue des Capucins. C'est très bien parce que si vous allez voir We Dress Fair à Paris, vous pourrez juste après passer chez Gaïa, incroyable marque de vélo, ouais. Que j'ai reçu il y a quelques semaines. Super épisode que je vous recommande et qui se trouve quai de Valmy, 100 mètres plus loin. Ah ouais. Trop bien. Beau quartier, très beau quartier. Ouais, là je pense que t'es dans ton cœur de cible. Hein. Ouais. Et on l'a trouvé en 2 jours. Raconte-moi comment t'as fait. On a fait... Alors, déjà, je pense que la décision, elle s'est prise en 2 jours d'ouvrir la boutique à Paris. En fait, Vous l'avez fait quand ? On a commencé à chercher en novembre. On l'a trouvé... En parallèle non, juste après avoir clos ta levée de fonds, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Et en fait, dans la levée de fonds, le but, c'était d'aller plus loin sur l'acquisition, d'avoir plus de clients, etc. Et les coûts d'acquisition ont explosé. C'était compliqué d'aller plus loin là-dessus. Et en fait, une réunion avec nos investisseurs, on s'est dit, banco, faut qu'on soit aussi à Paris. La boutique à Lyon marche très bien. Faut qu'on soit à Paris. Et ça s'est pris en vraiment, je pense, 4 heures. On a dit, OK, on met 500 000 sur la table et en fait, on va aller chercher cette boutique. Et Antoine a fait une journée, je crois. Mais c'est indécent, je crois. Une journée et demie de visite et il a trouvé la boutique. Et il a dit, OK, franchement, elle a trop de cachets, elle est au bon endroit, on la prend. Et on a fait 4 mois de travaux et on l'a ouvert en juin 2023. Ouais. 500 000 ? Pourquoi 500 000 ? C'était l'enveloppe qu'on s'était mis sur les travaux. Le pas de porte, souvent, tu dois payer à Paris, qui est quand même assez conséquent. Et le stock que tu vas mettre dans ta boutique. Donc le stock de base, quoi. Quelle proportion ? De ces 3, tu vois, centres de coûts ? Le stock, on a 120, je crois, dans la boutique. On a fait 250 000 euros de travaux. Ok. Ouais, c'est une bonne investissement. Et par contre, pas de porte, on a mis 50, quoi. Donc, en fait, on a fait moins en budget que ce qu'on avait budget. On a réussi à avoir moins. Et comment il s'est fait accompagner pour aller chercher cette boutique ? Alors, c'était très... Enfin, en fait, nous, quand on est revendeur de vêtements, on va voir les agents de marque. Et les agents de marque sont des gens qui connaissent aussi extrêmement bien l'immobilier commercial. De leur zone, ouais. Et de leur zone, ouais. Et surtout des zones, des marques qu'ils ont envie d'implanter. Et sauf que c'est que des marques qui nous ressemblent. Et donc, ils connaissent très, très bien le 10e. Et il y a un agent qui nous a dit, franchement, nous, on a vu cette boutique, si vous ne la prenez pas, on la prend. Pour quelle marque ? Nudie Jeans. Eux, ils ont... Au final, Nudie Jeans, ils ont du mal à se positionner en France. Donc, pour l'instant, ils n'ont toujours pas de boutique. Et en fait, du coup, nous, on l'a pris. Il s'avère que c'est un très bel emplacement, une très belle boutique. Allez la voir. Elle a beaucoup de cachets. 28 rue Beaurepaire à Paris. Vous avez ouvert, du coup, 4 mois de travaux. Ça fait au printemps ? Ouais, c'est ça. Juin. On a ouvert en juin, ouais. Vous avez fixé un objectif pour cette première année de CA ? Ouais, on a 600 000 euros de CA. On pense que... En objectif ou ouais, en en objectif. Okay. Ouais. On pense qu'elle peut aller bien plus loin. On sait que quelques rues à côté, une marque qui nous ressemble fait un peu plus d'1 million sur une boutique comme ça. Donc, ok. Quelle surface ? 160 mètres carrés. Donc 4 000 euros du mètre carré en CA objectif, ouais, même c'est ça ? On peut aller plus loin, ouais. Ok, compris. Intéressant, il y aura d'autres boutiques ? Potentiellement, ouais. Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport au e-com ? Est-ce que tu vois une corrélation, tu vois Alors, oui et non. Enfin, c'est un peu compliqué. On voit que c'est pas forcément la même typologie de client qui vient.
Ce que je disais, c'était vraiment il y a aussi des clients de quartier, beaucoup, et qui reviennent. Donc, en fait, les clients les plus fidèles, souvent, c'est les habitants du quartier. Les relais web ont été difficiles, notamment du fait qu'on a un site from scratch. En fait, ça demande beaucoup de dev, de pouvoir amener des produits à la boutique, faire du click and collect, etc. Et en fait, comme on a une marketplace, en fait, tous les produits ne sont pas disponibles en boutique. Et donc, c'est très compliqué pour le parcours client de leur expliquer pourquoi, dans leur panier, ils ont 2 vêtements. Il y en a un, ils peuvent le retrouver à la boutique, et l'autre, non. Et l'autre, il va lui arriver en colis parce qu'en fait, ça vient de chez la marque, etc. Donc, en fait, le fait d'avoir une marketplace, mais d'avoir des boutiques, c'est quand même compliqué parce que ceux qui ne connaissent pas le milieu e-commerce, en fait, ils ont du mal à comprendre. Et donc, on a tout essayé en parcours client, machin, et en fait, c'était trop compliqué. Donc, on s'est dit, OK, les stocks boutiques, c'est les stocks boutiques, les stocks sites, c'est les stocks sites, et basta, on ne fait plus de lien entre les deux. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu là, on recommence à remettre du lien entre les deux. Mais à un moment, on avait vraiment tout coupé. C'était presque les boutiques sont indépendantes et le site est indépendant, quoi. Ok. En termes de visite sur le site et de notoriété, le jour où tu poses ton enseigne, sur ton logo sur ta boutique, tu vois pas de... Si, du coup, à Lyon, pas, parce qu'on n'était pas connus, donc pas du tout. À Paris, c'était très très drôle parce qu'on n'avait pas annoncé qu'on allait faire implanter une boutique à Paris. Et on recevait sur Insta très régulièrement tous les jours. On avait l'entreprise qui bossait pour nous a mis l'enseigne trop tôt. Donc nous, on voulait que l'enseigne soit mise en dernier parce que pour annoncer un peu la venue. Ils l'ont mise trop tôt. Et du coup, on recevait des messages Insta genre « Non, vous êtes à Paris, mais j'ai raté quelque chose ». Enfin, c'était trop drôle. Et du coup, en fait, on a vu et un pic de fréquentation dans la boutique et un pic de fréquentation sur le site à ce moment-là, ouais. Est-ce que tu vois un panier moyen qui est différent entre la boutique et le site ? Oui. En boutique, tu as un panier moyen plus faible que sur le site. Sur le site, en fait, on met beaucoup plus d'articles. Donc après, il y a plusieurs explications, mais je pense qu'une des premières chez nous, c'est que nos clients sont des clients quand même assez conscients de l'impact du transport des derniers kilomètres et mettent plus de vêtements dans leur colis pour en recevoir un seul et pas acheter 2. Donc s'ils hésitent donc ils achètent un jean et en fait, ils ont vu cette veste, ils hésitent à la prendre, ils se disent je la prendrai plus tard. Mais en fait, chez nous, ils ont tendance à dire ok, en fait non, je le mets dans le même colis parce que il y aura que un seul transport. Donc je pense que ça doit être dû à ça. Et en boutique, parce qu'il y a du passage plus fréquent. Donc c'est ce que on en parlait juste avant. En préparant l'entretien, ouais. C'était que je veux pas dire de bêtises, mais j'ai enregistré récemment avec New. Et qui me disait qu'en fait il y a un panier moyen qui était inférieur en boutique mais qui a plus de passages. Donc je pense que la dépense par client est peut-être plus importante en boutique qu'elle n'est sur le web. C'est vrai qu'on n'a pas poussé la réflexion jusqu'au bout. En revanche sur le web tu fais des commandes plus importantes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose que tu vois. Tu me disais aussi quand on préparait l'entretien que tu vois une différence en fonction du genre. Ouais, mais en fonction du genre, ça c'est... Je pense que... C'est assez connu, enfin on le sait si on parle un petit peu aussi, les mecs ont une tendance à faire du shopping que quelques fois par an. Alors je dis pas, et j'aime pas faire des généralités, donc pas tous, et tout le monde n'a pas ce même profil-là, mais en général viennent en boutique une fois par saison, donc une fois en été, une fois en hiver, et ont des paniers moyens énormes, alors qu'une femme aura tendance à venir plus de fois. À la boutique et d'acheter une pièce, puis après une autre pièce, puis une autre pièce. Donc en fait, les paniers moyens des femmes sont plus faibles que les paniers moyens des hommes. Bon, tu m'as décrit, hein, donc j'aime pas les généralités, mais tu m'as décrit. Moi, j'y vais 1 ou 2 fois par an et j'achète. C'est ça. Bon, bref. Cool. Écoute, on a dit tout à l'heure, j'aimerais parler un peu de marketing, d'activation, d'acquisition. Tu m'as dit 300 000 visiteurs uniques par mois. Ouais. Quelle est la part du paid et de l'organique là-dedans ? Ouais, on n'en a pas parlé avant, mais en fait, nous, on a un SEO très très fort. Donc, on a plus de 80% qui est organique. Et au tout départ, on a lancé donc, nous, on savait rien faire avec Antoine. On ne vient pas du tout du milieu du e-commerce. Donc, en fait, on a tout testé. Enfin, vraiment. Et je pense que chez WeDressFair, Vas-y, chez WeDressFair. On a fait tous les métiers. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive bien à se mettre à la place de telle ou telle personne avec qui on bosse. C'est qu'on a tout fait
tous les deux au départ. Donc, les pubs Facebook, c'est moi qui les faisais à la base. Les créas, c'est moi qui les faisais. C'est l'enfer. Je pense que si je ressors les créas d'avant, mais c'est horrible. Heureusement qu'on a des DA aujourd'hui, des graphistes. Et les pubs, en fait, on les a arrêtés parce que ça marchait pas chez nous. Ça marchait probablement pas parce qu'on faisait mal les choses et parce que on n'avait pas de formation. On a lancé réellement les publicités pour WeDressFair qu'à partir de 2021. Donc, en fait, c'est relativement tard. Vous le faisiez vous-même et ça marchait pas très bien. Ouais, c'est ça. Et ensuite, vous l'avez refait vous-même ou vous l'avez externalisé ? On l'a refait nous-mêmes. On s'est formé. Antoine est devenu très, très bon sur la partie acquisition payante. On s'est fait monter en compétences par des freelances où en fait on faisait avec eux et en fait après au fur et à mesure maintenant on a besoin de quasiment plus personne pour lancer. Et vous le faites toujours en interne ou vous avez externalisé ? Là on a re-externalisé maintenant. Okay. Tu sais ce qu'on dit, hein, il faut externaliser que ce que tu maîtrises exact. Complètement. Bah ouais. Et maintenant on peut challenger de ouf. C'est quoi ton plus gros secret SEO ? Alors ça, mon plus gros secret SEO, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais en fait, le fait de prendre, tu vois, toutes les matières aujourd'hui de la mode éco-responsable et d'en faire des fiches, en fait, c'est pas tellement un secret, c'est juste qu'en fait, nous, on se rendait pas compte que ce qu'on faisait, c'était vachement fort pour le SEO. Et qu'au final, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus driver de trafic et qu'en fait, on arrive après à faire rentrer le lecteur, parce que du coup, c'est un lecteur de blog, sur le parcours WeDressFair et que ça devient ensuite un client. Donc, c'est d'avoir pris un peu cette voie, d'être devenu en fait un leader d'opinion en fait sur cette thématique-là et d'avoir écrit en continu tout ce qu'on faisait et ce qu'on cherchait, la charte de sélection. Et donc, je ne sais pas si c'est ça la réponse que t'attends, mais en tout cas, en analysant après le trafic et comment il vient, c'est sur ces fiches-là en fait. Et ça, vous l'avez commencé très très tôt à écrire sur toutes les matières qui composent tous les vêtements du monde. Ouais. Ok. Ouais, très très tôt. Et le rythme actuel ? Le rythme actuel a un peu diminué, mais on écrit... alors là, il y a des fiches. Maintenant, on écrit aussi sur des fiches usines, on écrit plein de choses. Je pense qu'on est à 5 à 10 articles par semaine. Ok. Tu m'as bien dit que 80% de ton trafic, c'était de l'organique. Ouais. Le 20% restant, il se découpe comment ? Alors, le 20% restant, on a du ads, Facebook, Google, du média, de l'influence. Du média quoi ? Du média payant. En fait, on va choper des articles de blog chez d'autres... chez des blogueurs connus sur la mode éco. Et pas que. Ouais, voilà, c'est à peu près tout. Tu as fait un truc que je trouve très intéressant. Vous faites de la co-création sur du category management, du catmag, comme on dit dans le milieu. Tu permets à une sélection d'utilisateurs, des fans de la marque, de choisir avec vous les produits que vous allez chercher et mettre en vente. Ouais, c'est pas de la co-création en soi, c'est de la co-sélection. Je sais pas trop comment on dit. Co-curation. Ouais, de la co-curation, ouais. Pardon, je réalise en le disant que c'est con. De la co-curation. En fait, on est les seuls distributeurs aujourd'hui. Souvent, un distributeur, il fait quoi ? Il sélectionne ses produits 9 mois à l'avance, il les met dans sa boutique ou sur son site et en fait, il crée un besoin. Enfin, du coup, il dit au consommateur, vous avez besoin de ça. Nous, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on re-questionne le rôle d'un distributeur. Et en fait, on s'est dit, nous, notre rôle, c'est de mettre en boutique et sur notre site que des choses dont les clients ont besoin. Mais les délais d'un revendeur aujourd'hui sont pas compatibles avec le fait de demander en fait, et d'avoir des avis on va dire au jour le jour. Donc en fait on s'est dit on va créer donc on a créé une cohorte de clients non clients. D'ailleurs il y a plus de 50% de ces personnes étaient pas clientes au départ. J'espère qu'elles le sont devenues, j'ai pas regardé les chiffres où on leur dit venez, en gros c'est comme si on leur disait venez avec nous choisir les collections qui vont être chez WeDressFair dans 6 à 9 mois.
Et donc, souvent, on est en été, ils doivent choisir l'hiver. On est en hiver, ils doivent choisir l'été. Non seulement ça apporte une communauté, donc des personnes qui se sentent appartenir à We Dress Fair en entier. Donc, on a même créé un rôle sur LinkedIn. Donc, c'est des gens aujourd'hui qui sont... ils font partie, donc sur LinkedIn, ils font partie du collectif de sélection de marques. Et donc, non seulement ça crée cette communauté, mais en plus de ça, ça nous permet d'avoir des datas et de récolter des datas sur est-ce que ça sera un best-seller ? Est-ce que ça sera un produit qui va pas du tout performer. Du coup, on va stocker ces produits-là, pas stocker ces produits-là. Et en plus de ça, après, c'est de la data qu'on peut aussi donner aux marques avec lesquelles on travaille, quoi. Il y a de l'interaction sur les réseaux sociaux, du coup, avec cette cohorte. Ça se fait que par email. Comment ça marche ? Ça se fait que par email pour l'instant. Sur les réseaux, c'est pour faire de l'acquisition. Donc, en fait, c'est surtout expliquer le concept et les faire venir sur la séquence d'email après qu'on envoie. Mais ouais, c'est sur email après. Ok. Vous faites des beaux scores sur Insta. Vous êtes 78, 80 000 followers. Ouais. La mode vraiment responsable. Vous pouvez se faire, vous pouvez les voir. Vous êtes bon sur les reels aussi. Je vois des belles stats de lecture. Raconte-moi ton apprentissage, ton approche du réseau et qu'est-ce que tu fais mieux que les autres ? Alors ça a été tout un truc. Ouais, ça a été tout un truc parce qu'en fait, quand on a lancé We Dress Fair, moi j'ai beaucoup pris la parole sur l'industrie textile, pourquoi il y avait des problèmes, etc. Et donc, on a été identifié comme un média. Et pendant très longtemps, on recevait encore des messages sur notre compte Instagram où on nous disait « Ok, alors du coup j'ai compris maintenant, mais où est-ce que j'achète ?» Et là, on était là, putain, on est nuls. Si c'est encore ça les questions, c'est que vraiment, on a raté notre mission. Et en fait, on a dû aussi se dire, ok, en fait, l'info, il faut pas que l'info tue le produit. Et il faut pas que le produit tue l'info. Il faut vraiment qu'il y ait les deux. Et que les deux aient une bonne... un bon équilibre entre les deux. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a aussi sur le site. On fait rentrer de l'info sur le site. Chaque fiche produit est hyper détaillée. On a les compositions, on explique pourquoi telle ou telle matière, c'est mieux. Mais le produit reste la porte d'entrée. Donc, on a envie de consommer. Il faut quand même qu'on ait des consommateurs. Qu'on a envie de consommer, on va voir ce produit, mais on a de l'info en plus. Et sur les médias, on a de l'info, mais on a aussi du produit. Donc en fait, l'équilibre a été compliqué à trouver, mais maintenant, je crois que ça y est, on est arrivé. Je peux faire un tout petit parallèle, chers auditrices, chers auditeurs, je parle de moi 2 secondes, mais le panier est un moyen formidable, moi, d'apprendre, de rencontrer des gens formidables comme toi, comme tous les invités, on est presque à 300 maintenant sur le panier, de découvrir et comprendre des industries que je ne connais pas forcément, de transmettre ce savoir à vous, chères auditrices, chers auditeurs, et aussi de parler un peu de Cosa Vostra, qui est l'agence que j'ai cofondée, qui aide les marques à mieux se raconter sur des dispositifs qu'on crée avec elles, que ce soit du e-com, du site vitrine, de la plateforme de marque sur les réseaux sociaux, tu vois. Et 3 ans ou 4 ans ou 5 ans après la création du panier, il y a encore des gens qui me disent mais c'est quoi Cosa Vostra ? Je ne savais pas que tu faisais ça chez Cosa Vostra. Bref, tu vois, faut pas que l'info tue le produit et que le produit tue l'info. J'entends ce que tu dis. Ok, ta communauté, est-ce qu'il y a des enseignements, des apprentissages sur la manière dont tu l'animes sur Insta, pardon. Vous êtes lancé sur TikTok, mais on n'en parle pas, vous êtes encore un peu... Ouais, non, on n'a pas... On est en cours de lancement sur TikTok. Vous êtes en cours de lancement. Ouais. Comment on l'anime ? Il y a plusieurs volets, en fait. Nous, on rentre par soit le produit, soit par l'info. Et après, on fait pas mal de... on essaye de faire... On avait pas mal de conférences, on pousse de l'information sur des... sujets qui sont actuels, etc. Donc, on a quand même une activité média un peu à côté, qui fait que, je pense, c'est pour ça qu'on était identifié comme un média. Mais maintenant, on fait rentrer beaucoup le produit au centre. Et donc, on repart maintenant OK, on a ce produit qui est rentré. Quelles sont les infos qui gravitent autour de ce produit qu'on peut mettre en avant. Tu mets du paid sur tes reels ? Pas encore. Ok, ouais. Donc c'est que de l'organique sur les reels. Ouais. Okay. Et tu vois qu'ils sont mieux poussés que les posts traditionnels ?
les posts info, c'est incroyable, les reach qu'on a sur les posts d'info. Donc, un post traditionnel, un post en info. Okay. Et tu dis que tu as des reach incroyables. On a des reach incroyables. Donc, ça dépend quel type de post et ça dépend Alors, pour les auditrices et auditeurs qui écoutent, qu'est-ce que tu appelles un post info ? Un post info, c'est un post qui... C'est cela ? C'est les vignettes de couleurs ? C'est les derniers, ouais, mais on en avait beaucoup avant. Donc là, ça change un peu parce qu'on est en train de rechanger la DA, donc on met beaucoup plus de produits. Où on va expliquer, par exemple, pourquoi le polyester recyclé aujourd'hui, c'est pas ce qui va sauver la planète non plus. Enfin voilà, c'est tout ce qui... On essaye de reprendre l'info, de le mettre soit en reel, soit de le mettre... souvent, il y a aussi moi qui explique en reel certaines infos comme ça, soit on le remet directement en post. Et en fait, ces posts-là avaient des reach incroyables, tellement que je pense que c'est pour ça qu'on nous identifiait comme juste un média. Un key opinion leader, un KOL, plutôt qu'un... Ok. Top. Pardon, je reprends mes notes. Vous êtes aussi très présent dans les médias. Tu as une agence ? Non. Tu fais tout en direct ? Je fais tout en direct, ouais. Ok. Je fais tout en direct, mais en fait... Tu as eu une agence à un moment ou tu as toujours tout fait en direct ? On a eu des trucs qui n'ont pas trop marché, donc je sais même plus les noms. Ou en fait, c'était pas des agences, c'était des trucs de regroupement de RP. Enfin, des regroupements de... Donc, on envoyait un communiqué de presse et eux, ils diffusaient. Mais en fait, ça n'a jamais pris. Et en fait, je me retrouvais au téléphone avec des journalistes qui me disaient « Mais moi, j'écris sur la Chine, pourquoi vous m'avez envoyé ce CP ?» Et moi, j'étais là, j'en ai aucune idée. Donc, vraiment, c'était horrible. Enfin, vraiment, c'était l'enfer. Donc, maintenant, je fais tout en direct. En fait, c'est moi qui me charge de tout le côté média. Et en fait, mon compte LinkedIn est pas mal suivi. Notamment par des journalistes qui très régulièrement du coup en fait m'invitent pour tel ou tel sujet parce que j'ai parlé de tel ou tel sujet sur LinkedIn. Est-ce que tu les pinges quand tu écris ? Est-ce que tu mets un petit peu d'activation en plus pour aller arriver à rentrer dans des médias ? Alors je l'ai pas encore fait. Par contre, ce que je fais beaucoup, c'est que je leur envoie des messages privés sur LinkedIn. Avec des messages spécifiques en disant voilà, j'ai vu que tu avais écrit sur ce truc-là, sur ce sujet-là, moi voilà ce que j'ai fait. Enfin, du coup en fait je cible vraiment très particulièrement certains journalistes et après on a tous ceux qui parlent de nous, on a un listing en fait de tous ceux qui ont déjà parlé de nous et en fait on leur renvoie très régulièrement, ce qui fait qu'en fait on a des sujets qui grossissent comme ça en fait et enfin qui en tout cas font boule de neige auprès des rédactions. Donc si eux peuvent pas rédiger, souvent ils passent à un collègue, etc. Donc en fait on a réussi à rentrer un petit peu dans les rédactions comme ça, ouais. Hyper intéressant. Listing de journalistes qui ont déjà écrit sur vous, chers auditrices, chers auditeurs, pour pouvoir les repinguer régulièrement quand il y a des news et que ça vaut le coup qu'ils en parlent. Hyper contents d'avoir des nouvelles de nous. Enfin, vraiment, moi, à chaque fois que j'écris à un journaliste qui a déjà écrit sur moi en lui disant hey, salut, comment tu vas Alors après, c'est vrai que je personnalise tous mes messages et je me souviens de tous les journalistes avec qui j'ai discuté, où je leur dis voilà, nouveauté chez nous, on est en train de faire ça, voilà le communiqué de presse si tu as envie d'en parler. Et à chaque fois, j'ai des réponses genre oh, trop sympa d'avoir de tes news. Enfin, vraiment, c'est trop cool, quoi. Enfin, honnêtement, si on a une relation particulière avec les gens et que je pense il y a aussi le fait que si on a une cause qui les touche, et ben en fait, il y a un peu plus ce lien facile. Donc, il y a une journaliste de France 3 qui avait fait un reportage chez nous, qui était venue faire un reportage sur le Black Friday, avec qui on avait pas mal discuté. Et ensuite, il y a Chine qui a ouvert un pop-up à Lyon. Et donc, on est allé faire une manif, nous. Une manif. On est allé discuter avec les gens qui faisaient la queue. On est allé mettre des affiches en face, etc. Et je l'ai repingée. Et direct, elle m'a répondu. Elle dit, je serai là. Tu seras là à quelle heure ? Et du coup, on a refait un reportage avec elle. Ouais. Ok, hyper intéressant. Je pense que là, ce qui est intéressant aussi à enregistrer, c'est que tu le fais toi-même. Tu as créé du lien entre la marque et les médias et les journalistes qui écrivent sur la marque, sans passer par un PR qui a une quinzaine de comptes. C'est très bien les cabinets de PR, mais c'est vrai qu'il y a comme partout, des bons et des mauvais. Je pense que le côté d'incarner toi-même ta communication auprès des journalistes, ça crée un lien supplémentaire. Ouais. Après, c'est aussi que moi, mon rôle
de cofondatrice chez Woodresfer est quasiment exclusivement dédiée à ça. Moi, je ne fais que de la représentation et je suis ce qu'on appelle en charge de la réputation de l'entreprise. Et donc, en fait, je suis... c'est moi qui réponds aux sollicitations pour les podcasts. C'est moi qui vais, du coup, enregistrer les podcasts. Je fais les conférences. Je porte ma voix sur LinkedIn. En fait, je suis la tête représentante, en fait, de l'entreprise. L'ambassadrice. Ouais, on peut dire ça, ouais. Et parce que aussi j'adore parler, j'adore partager mon point de vue, j'adore lire beaucoup d'articles aussi, donc voilà, ça va avec en fait. Ok, passionnant. Dernier sujet sur l'activation, vous avez 300 000 VU par mois, ce qui est très très bien. Ouais. Quel est ton taux de transfo et comment tu fais pour l'améliorer? On a un taux de transfo plutôt bas encore aujourd'hui sur le secteur, on est à 1%. De taux de conversion. On considère, donc là on a fait pas mal d'analyses à chaque fois, il y a pas mal de choses qui en ressortent, mais notamment c'est le prix qui est encore aujourd'hui un frein énorme à l'achat dans la mode éco-responsable. Comment on le travaille aujourd'hui? On est en train de... En fait, la problématique, c'est pas que c'est trop cher, la problématique, c'est que le prix perçu est trop cher. Donc, les gens qui disent c'est trop cher, on est allé creuser un petit peu plus quand même, donc ça dépend. Il y a ceux qui vraiment sont conscients des enjeux, donc notamment les étudiants, sont très 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 conscients des enjeux écologiques, mais n'ont pas forcément encore les moyens de consommer. Donc eux, c'est vraiment dans mon portefeuille, j'ai pas assez d'argent. Donc là, c'est vraiment voilà. Après, il y a une catégorie qui est plutôt éduquée, qui a été, on va dire, mal éduquée au prix du produit. Donc, je vais te donner un exemple. En 1950, l'habillement représentait 30% des dépenses des foyers. Aujourd'hui, c'est moins de 5%. Et on considère encore que les vêtements sont trop chers. Et pendant les périodes d'inflation, donc où tous les prix ont augmenté, le seul secteur où les prix ont diminué, c'est le textile. Et en fait, ça fait depuis 1950 que ça ne fait que que le prix ne fait que diminuer. Donc aujourd'hui, on a une référence prix des vêtements qui est plus la référence de ce qu'est un produit fait dans des bonnes conditions, avec des bonnes matières, etc. Et donc, il y a une perception du prix aujourd'hui qui est pas la bonne. Donc typiquement, si on prend une basket Nike, on le paye 110 €, on n'a pas l'impression que c'est cher. Enfin, vraiment, on a posé cette question-là assez librement. Tout le monde nous disait, OK, le prix cher pour une basket Nike, c'est plus de 200 €, etc. Enfin, voilà. Mais une basket Nike, 110 €, oh non, c'est pas cher. Une basket Veja, 110 €, on nous dit, oh, c'est cher. C'est le même prix. Les baskets sont mieux faites, dans les meilleures conditions, plus durables, c'est plus cher. Et en fait, c'est pas plus cher, c'est le même prix dans le portefeuille, on va sortir. Ouais, c'est vraiment une question de perception. C'est vraiment une question de perception. Ouais. Et donc, du coup, on a tout ce travail à faire là-dessus, sur comment on transforme la perception du prix. Et alors ça, il y a plein d'études sociaux, enfin, c'est hyper intéressant. Donc là, on rentre dans des trucs sur la confiance des consommateurs dans la marque. Enfin, c'est comme dans tout, quoi. On choisit et on est prêt à engager de l'argent dans des choses dans lesquelles on a vraiment confiance. Et donc c'est un combat de réassurance, d'évangélisation, sur pédagogie. Ce sujet, de pédagogie sur le site. Ok, cool. Sur le site qui est en Ruby on Rails, que vous avez développé sur mesure. Très belle transition. N'est-ce pas? Des années de pratique. From scratch, ouais. Alors je comprends d'où vient Antoine, qui a fait sa formation au wagon, qui a développé un projet de fin d'études au wagon avec Woodresfer. Ouais. Ça fait 5 ans que vous faites 2,6 millions. Quelle est la part du online? On fait 2 millions, tu vois, sur le site. Ouais. Donc c'est déjà une belle machine. Ouais. La question s'est posée, quelles sont les frictions que vous rencontrez? Quelles sont l'inverse d'une friction, les facilités que vous rencontrés? Ouais, et ben en fait, la raison pour laquelle on a créé From Scratch au départ, donc on s'est posé très longuement la question, Shopify, est-ce qu'on prend Shopify et on fait tout sur Shopify, ou est-ce qu'on crée From Scratch? Et en fait, à l'époque, le module marketplace de Shopify était un peu nébuleux. C'est des Indiens qui avaient développé ça, on ne sait pas où, comment, dans quelles conditions, on ne savait pas trop, enfin bon, bref. Et en fait, on s'est dit que nous, on avait besoin d'avoir une archi
où en fait, on était capable d'aller taper les stocks des marques et de décrémenter leurs stocks chez eux. Donc nous, on s'est rendu compte que la problématique des marketplaces aujourd'hui, c'est que t'es une marque, si t'es une marque engagée en plus de ça, c'est souvent des petites marques qui n'ont pas forcément des moyens financiers énormes et ne sont pas forcément très nombreux dans la team. Et donc, souvent, les marketplaces, elles te demandent de dupliquer ton stock. Donc tu dupliques ton stock, tu mets ton stock sur la marketplace et ton stock sur ton site. Et quand il y a un client qui arrive, qui achète sur ton site, mais en fait, il faut que tu ailles dire à la marketplace « Ah, là, ça, j'en ai plus », ou inversement. Du coup, on s'est dit, ça, c'est pas possible. Il faut que les marques, elles aient le moins de taf à faire. Et donc, en fait, par un jeu d'API, on a créé un module d'automatisation où, en fait, on va non seulement taper leur stock, donc on va, sur WeDressFair, en direct, on a les stocks des marques qui sont en réel, quoi. Et de l'autre côté, on va décrémenter leur stock. Donc en fait, chez eux, sur leur site, on décrémente leur stock. Ce qui fait que on n'a jamais de problématique de différence de stock entre les marques. Et en fait, cet avantage qu'on avait a fait qu'on a réussi très facilement en fait, à convaincre les marques de venir vers nous. En fait, elles ont juste à signer le contrat. Derrière, en fait, il n'y a même pas de back-office marketplace, puisqu'en fait, comme on a ce module-là, en fait, on tape leur site, on crée les commandes chez eux, comme si c'était une commande Shopify qui arrivait sur leur site. C'est juste écrit dans une toute petite ligne générée par WeDressFair. Et en fait, ils ont exactement le même process à faire. Ils impriment leurs étiquettes, ils ont exactement le même truc. Vous vous êtes reposé la question après la levée de fonds ? Non, on s'est reposé la question là, juste dernièrement. Et en fait, du coup, c'est une question qui est encore un peu ouverte. Ok, à côté du stock unifié ou de l'expérience unifiée. Quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Parce que depuis, on a réduit drastiquement la marketplace. Et donc, la marketplace prend beaucoup moins de place. Avant, on avait plus de 70% de nos produits qui étaient des produits marketplace. Maintenant, on n'a plus que 10% de nos produits qui sont des produits marketplace. Donc, en fait, comme on a réduit drastiquement la marketplace... et que c'est plus l'activité centrale de WeDressFair, en fait, on se repose la question d'avoir tout sur Shopify. Et comment vous abordez cette problématique, cette question, ce sujet ? Avec une agence en interne, quelles sont les questions que vous vous posez, tu vois ? Alors, on a été accompagné par Make Sense et en fait, c'est eux qui nous avaient vachement challengé là-dessus. Ils ont en interne, il y avait une agence qui bossait avec eux, avec qui on avait discuté pas mal sur l'archi tech de WeDressFair. Et qui nous avait dit non, faut pas faire ça, faut tout mettre sur Shopify. Et puis finalement, on a réussi à les convaincre que notre site from scratch était la meilleure solution, effectivement, à ce moment-là, pour créer ces ponts entre notre site et le site des marques. Et là, on a beaucoup de devs autour de nous, du fait que on soit aussi notre associé Kevin était le lead teacher du wagon. On a toute la communauté du wagon qu'on connaît très très bien, qui du coup sont autour de nous. Donc eux, même si Ruby, etc., ils prônent pas forcément le fait d'avoir un site custom. D'ailleurs, Shopify, c'est du Ruby, je crois. Je crois que derrière l'archi de Shopify, c'est du Ruby. Je crois. Et du coup, en fait, on discute très régulièrement avec eux pour justement prendre ces décisions-là. Et je pense que la meilleure personne qui pourra discuter de ce sujet, c'est Kevin. Donc, si jamais vous voulez discuter de comment on fait pour choisir site from scratch ou CMS, vous pouvez envoyer un message à LinkedIn à Kevin Chavan. Avec 2 N. Ouais, exact. Si vous regardez la vidéo, chers auditeurs, vous me voyez jouer depuis 2 minutes. Je me dis, tiens, je vais prendre un réflexe, c'est de faire un reel à chaque épisode. Trop bien. En avant-première, tu vois. Il fallait que je me concentre en même temps sur ce que je disais. Attends, et moi, il fallait que je me concentre sur la relance. Mais j'ai arrivé, mais tu es très bien sorti, beaucoup mieux que moi, je pense. Allez, ça fait 1h15 qu'on se parle, 1h20, mais je me permets une dernière question parce que tu es venu jusqu'à moi, donc j'en profite. T'as rencontré Antoine, putain,
Ticket for Change, voilà. Ouais, c'est ça. Vous avez lancé WeDressFair, vous avez lancé un autre joli projet qui a quelques mois actuellement. 2 mois et demi. 2 mois et demi. Vous vous êtes posé la question, ça a été une évidence, c'est venu. Alors toi, tu viens d'un milieu entrepreneurial, je sais pas quel est son milieu à lui, mais c'est pas évident. Déjà, une boîte, c'est pas facile. Un couple, ça l'est encore moins. Un bébé, ça l'est encore moins. Tu vois. Vous multipliez les sujets, les zones de risque. Ouais. Alors ça se passe dans plein de cas très bien, mais c'est quand même une question qu'on se pose, non? Ouais, Alors tu m'as dit que vous étiez complémentaires. Pardon, je prolonge ma question. Donc je comprends la complémentarité. Il y a un moment où d'un coup tout devient un peu sérieux. Ouais, complètement. Je pense qu'au départ, on se rendait pas compte que ça avait autant d'impact, enfin, que ça allait avoir autant d'impact sur notre vie aussi. Au départ, on crée un projet entrepreneurial, on est là, trop bien, j'ai une idée, je vais faire ça, vas-y, ça va être cool. Enfin, on se rend pas compte du tout. Là où on est bien accompagné, c'est que que ce soit toutes les structures d'accompagnement qu'on a eues, donc Ticket for Change, Make Sense, etc., ils sont très portés sur une boîte va bien si l'entrepreneur et les entrepreneurs qui ont monté la boîte vont bien. Et donc, on a autour de nous beaucoup de discours de bienveillance, de se reposer la question, est-ce que je suis au bon endroit, etc. Et en fait, ce qui fait que je pense, non seulement on a appris à communiquer, donc on a eu un coach, par contre, à un moment, quand même. On a suivi tous les deux, on n'a pas le même chemin de pensée. Antoine est très intuitif, moi, je suis très moi, j'ai besoin de voir les chiffres avant d'avoir une conclusion. Antoine, il voit la conclusion et après, il rattrape les chiffres comme ça. Et donc, on a eu besoin de comprendre comment marchait le cerveau de l'un et de l'autre pour savoir comment on devait se parler. Et donc ça, on l'a fait le travail avec un coach. Alors, qu'est-ce qui a déclenché ce travail? Il y a un moment où ça a été compliqué? Ou c'est juste... c'est sur l'opérationnel que souvent c'est compliqué. C'est que du coup, sur des décisions, si... tous les deux, à un moment, on dit une réponse en même temps. Je vais dire noir, il va dire blanc. Puis après, je vais le regarder, je vais dire blanc, il va dire noir. Enfin voilà, ça va être... Donc en fait, on a des façons de penser qui sont différentes. Mais au final, en fait, on se rejoint toujours sur soit le noir, soit le blanc, soit le gris. Enfin voilà. Mais par contre, c'est la façon dans laquelle on se parle pour expliquer ça qui était il y avait un problème là-dedans. Moi, quand je lui disais mais pourquoi ça, il n'arrivait pas à dire pourquoi parce qu'il est très intuitif. Et moi, inversement, quand je lui disais mais il y a ces problèmes, donc lui, ça le saoulait parce que ça lui prenait 1000 ans que je lui explique tous les chiffres, alors que lui, il avait déjà la solution en face de lui, quoi. Donc en fait, on a dû juste comprendre ça pour savoir comment on pouvait se parler. Et maintenant, en fait, c'est beaucoup plus fluide. Il y a toujours évidemment des frictions, mais je pense que comme on a monté aussi cette boîte sur un sujet qui nous porte aussi tous les jours, on a un peu ce côté, quand on revient au problème, quand on revient à la source, pourquoi on a créé cette boîte, c'est quoi la mission de l'entreprise, en fait, on se réaligne tout de suite. Enfin, c'est très simple. Et en fait, on est très rarement désalignés. On est alignés. Par contre, on a des façons de penser différentes qui font qu'il y a des frictions un peu de temps en temps. Ce coach, il vous a vu ensemble ou séparément? Les deux. Ok. Ouais. Pour vous aider à mieux communiquer, à mieux vous comprendre. Ouais, c'est ça. Okay. Et surtout expliquer l'un et l'autre. Ouais. Intéressant. Ouais. On vous l'a conseillé? Vous l'avez cherché vous-même? On nous l'a conseillé, je crois. Ouais. Okay. Et là, Make Sense, du coup, qui nous accompagne, ils ont plein de coachs aussi, qui peuvent sur tel ou tel sujet. Donc en fait, il faut vraiment résumer son besoin, savoir vraiment précisément, parce que des fois on sait pas trop, mais savoir précisément c'est quoi le besoin. Moi des fois c'est j'ai l'impression d'être un mauvais leader d'équipe. Du coup là j'ai ce coach là qui est très spécifique là-dessus, etc. quoi. Mais tous les coachs sont pas bons et je pense que il faut vraiment avoir défini bien ce qu'on veut à l'arrivée pour bien choisir le coach dont on a besoin. Marie, c'était passionnant. Merci infiniment pour ton temps et merci d'être venue jusqu'à moi pour cet enregistrement. Merci à toi. Si vous voulez poursuivre la conversation, c'est Marie Nguyen, Nguyen sur LinkedIn. Je l'ai noté et je vais le retrouver dans mes notes. Pardon, Antoine Coulaud, Coulaud, et Kevin Chavanne, Chavane, sont tes associés. Ouais. WeDressFair.fr, WEDRE2SFIR, évidemment, .fr. Tiens, je t'ai pas posé la question de l'international? Ouais.
On y pense. En ce moment... C'est pas une démarche proactive pour l'instant? Ouais, pas proactive pour l'instant. Après, contexte d'inflation un peu partout en Europe, compliqué pour l'instant. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour ça va pas se débloquer. On espère que ça ira mieux quand même. Et notamment l'Allemagne, on regarde beaucoup. Ouais. Ok. Pourquoi l'Allemagne? L'Allemagne mange. Sensibilité bio. Ils mangent du coton bio. Ouais. Okay. Bon, très bien. Bon appétit. Marie, merci infiniment. Chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Toujours heureux de vous recevoir. Cet épisode a été filmé comme certains autres que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous êtes toujours une vaste majorité à écouter les podcasts, donc c'est très bien. Je vous invite aussi, si vous avez des remarques plus ou moins pertinentes, non mais si vous avez quelque chose à dire, surtout n'hésitez pas à Laurent Crête sur LinkedIn. Je fais mon max pour répondre à tout le monde, mais je suis en tout cas preneur. Feedback is a gift, comme on dit. Je suis preneur de vos retours. Si vous avez des sujets que vous voulez me remonter, s'il y a des choses qui vous énervent, s'il y a des choses que je fais pas assez et que je devrais faire plus, ou des choses que je fais trop et que je devrais faire moins, bref, n'hésitez pas. Marie, merci infiniment. Marie Nguyen, widresfer.fr, et à très bientôt. Salut. Salut.